Lamine, ici à Montréal, Loubès. Dakar, Abdoulaye Sissé, Loubès-Sati. Alors Abdoulaye, Loubès à Dakar, je pense que vous vouliez nous parler du Covid-19 et de cette tragédie que ça fait vivre au Sénégal. Ben oui, Lamine, vous savez, on nous a toujours fait croire qu'il fallait être patient. Le temps que les scientifiques, pour le cas d'espèce du Sénégal, le temps que le comité de gestion des épidémies déroule. C'est un comité qui comprend bien entendu différents services, tous rattachés au ministère de la Santé, notamment le COUS, le Centre des opérations d'urgence sanitaire, la DP, la Direction de la prévention et surtout le CTE, le Centre de traitement des épidémies du fameux professeur Moussa Seydi. Le docteur a même parfois été un super ministre des maladies infectieuses pour avoir supervisé lui-même la mise en place et la création des autres centres de traitement des épidémies dans d'autres hôpitaux du Sénégal. Mais la certitude s'arrête là, Lamine, puisque passé ce temps de création et de prise en charge de l'épidémie, on est rentré dans le temps de l'incertitude. Et figurez-vous qu'au Sénégal, on a reproduit les mêmes erreurs que partout ailleurs dans le monde parce qu'on ne savait rien du virus. Et plus on en savait, plus on avait l'impression qu'il y avait des tergiversations. Figurez-vous qu'à Dakar, on a entendu aussi ce discours, entendu ailleurs, le port du masque ne sert à rien. Et finalement, on nous a incité à porter les masques. On nous a même dit qu'il ne fallait pas se rassembler. Aujourd'hui, les rassemblements ont repris et le plus officiellement du monde. Et c'est tout ça qui a brouillé le message. Je vous épargne bien sûr du temps de l'assouplissement dans un message présidentiel que tous les Sénégalais ont pris pour un relâchement. Et depuis lors, il est très, très difficile de remobiliser les Sénégalais. Aujourd'hui, on le sait, la maladie est là, elle déborde. La prise en charge est de plus en plus difficile parce qu'on a même arrêté la prise en charge des cas contacts dans les hôtels. Au début de la maladie, quand vous connaissez quelqu'un qui a été atteint du Covid-19, vous l'évitez. On avait parlé du temps de la stigmatisation des malades. Aujourd'hui, on nous demande de vivre avec ceux qui ont le virus à la maison, à domicile. C'est à ne plus rien comprendre, vraiment. Alors, comment comprendre le discours officiel qui encourage la distanciation sociale ou physique et le port et le respect des gestes barrières, mais qu'en même temps, lors des funérailles des personnalités publiques disparues du Covid-19, et lorsqu'on constate la présence aussi de ces officiels qui ne respectent pas ces mêmes gestes barrières et cette distanciation physique, c'est un problème. Lamine, très clairement, on a aboli le principe des gestes barrières qui nous demandait de ne pas se rassembler, d'éviter d'être dans un milieu fermé à très grand nombre. Aujourd'hui, même dans les milieux ouverts, les gens sont agglutinés les uns sur les autres. Je n'en veux pour preuve que justement, ces cérémonies funéraires qui avaient disparu, je vous renvoie quand même au premier cas de décès de Covid-19. Le Sénégal a perdu une forte personnalité qui aurait mérité tous les hommages de la République et même bien au-delà de nos frontières. Le premier cas de décès enregistré au Sénégal, c'était Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille, enterré presque incognito. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, on en est arrivé à faire des funérailles presque officielles de personnalités dont on sait qu'elles sont décédées du Covid. Tout cela participe à brouiller le message officiel qui voudrait qu'on continue à observer les gestes barrières, à ne pas se rassembler, à éviter de se serrer les mains et surtout à éviter d'être en très grand nombre dans des espaces réduits. Tout cela participe à brouiller le message et les Sénégalais ne savent plus comment faire. Et le plus grand problème, c'est que les victimes sont les personnes âgées, nos vieux qui sont dans les maisons. Au début de l'épidémie, on avait du youpi quand on a vu les images en Europe, aux États-Unis et ailleurs, que les principales victimes étaient les personnes âgées dans les maisons de retraite. On s'était dit au Sénégal, Dieu merci, on n'a pas de maison de retraite, les vieux sont avec nous dans les maisons. On avait juste oublié de penser que le virus allait rentrer dans les maisons. Et ceux qui le font rentrer dans les maisons, ce sont les jeunes à qui on a du mal à faire prendre conscience que la maladie est là, puisque bien entendu, elles n'ont pas beaucoup de comorbidités. Donc, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui meurent du Covid. C'est difficile de leur faire prendre conscience que la maladie est là
et qu'on est en train de le transmettre à nos personnes âgées dans les maisons. On n'a pas de maison de retraite, mais hélas, on risque de tous les perdre si ça continue comme ça. Malheureusement. Lamine, bien entendu, moi j'ai envie de vous entendre sur une problématique de la politique internationale. La Côte d'Ivoire, vous voulez nous en parler? Tout à fait, Abdoulaye. Le 8 juillet passé, l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rendu l'âme. Donc, une situation qui est venue chambouler complètement les plans politiques du président Alassane Dramane Ouattara. Pour rappel, le 5 mars, le président Addo avait, dans une déclaration, annoncé qu'il n'allait pas se représenter pour un troisième mandat et que son choix s'était porté plutôt sur Amadou Gon Coulibaly, un fidèle collaborateur, un ami de plus de 30 ans, son homme de confiance. Malheureusement, le destin du pouvoir s'est imposé. Et Amadou Gon Coulibaly, à qui on avait transplanté un cœur artificiel, finalement, ce cœur-là l'a lâché. Alors, ce choix, même si ça faisait des graissements de dents, était celui quand même du président Addo. Du coup, à 3 mois des élections, le RHDP, qui est le parti du président Addo, doit trouver un nouveau candidat. Et tous les observateurs avertis de la scène politique ivoirienne disent aujourd'hui qu'il n'a pas d'autre choix que de se représenter, ce qui quand même risque de se dédire, de revenir sur sa parole. Et tout cela nous pousse à se dire, à partir de tout ce qu'on sait, lorsqu'un président veut se représenter et les risques politiques, est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une nouvelle instabilité politique en Côte d'Ivoire? Lamine, il n'y a pas de joker. C'est soit le président Alassane Ouattara y va, ou alors il n'y va pas. Le président Bédié, de son âge, il sera. C'est risqué pour le président Ouattara d'y aller aussi? Exactement, c'est risqué, mais je pense que le risque est beaucoup plus au niveau interne, mais aussi au niveau externe. Parce que n'oubliez pas que le nombre de mandats est limité à 2, même si la nouvelle constitution adoptée en 2016 semble, d'après les pro-Gbagbo, les juristes du camp présidentiel, disent que cette nouvelle constitution remet le compteur à 0 et qu'il peut se représenter. Mais on sait que cette polémique-là, dès l'instant que ça naît, c'est entre les pros et les anti-renouvellement de mandat, que cela va installer toute une situation d'instabilité au niveau interne. Mais au-delà de cela également, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire a quand même connu dans le passé, ces 2 dernières décennies, une instabilité à l'interne. En 1999, un coup d'État militaire. En 2003, il y a eu la guerre civile. En 2010, des tensions post-électorales. Et en plus de cela, entre le Sud et le Nord, le Sud plus prospère et catholique et le Nord musulman, il y a toujours une tension qui est latente. Mais au-delà de cela également, n'oublions pas que la Côte d'Ivoire reste le poumon économique de l'espace IOMOA. Du coup, dans un contexte de Covid-19, mais aussi de récession économique liée à ce Covid-19-là, la sous-région ne peut pas survivre d'une nouvelle crise venant de la Côte d'Ivoire qui aura certainement des ramifications et des tentacules un peu partout dans la sous-région. Et nous, Sénégalais, c'est ce que nous ne souhaitons pas parce qu'il est évident que cela ne va pas épargner le Sénégal et les autres pays de la sous-région. Lamine, je vais me permettre un bonus avec vous en 5 secondes. Même si la Constitution le permet, vous estimez qu'Alassane Ouattara ne devra pas tenter ce troisième mandat? Évidemment, parce que je pense qu'aujourd'hui, il devrait y avoir un sursaut de lucidité, on l'espère bien, parce que le 7 août correspond à la date d'anniversaire ou de célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Bon, comme on a l'habitude de le voir, la veille, il fera une déclaration radio-télévisée et ce sera un moment très, très attendu, parce que c'est là certainement qu'il va devoir dire clairement s'il va se présenter ou pas. Le 31 août de ce mois correspond à la date de clôture des candidatures. Donc, il n'a pas, le temps est très limité. Donc, le temps lui est compté. À partir de là, et à 3 mois des élections, il va devoir soit se présenter lui-même, comme je le disais tout à l'heure, au risque de se dédire, ou choisir un autre candidat, ce qui est pratiquement impossible parce qu'il faut qu'il préserve la stabilité de son parti. Déjà que, comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'il ait choisi Amadou Gon Coulibaly avait quand même créé des grincements de dents. Donc, il ne va pas se risquer à choisir un autre candidat. Il va devoir le faire avec tout ce que cela comporte.
Maintenant, pensons qu'il a dans sa tête une solution qui pourra préserver la stabilité sociale, économique, mais surtout aussi bien au niveau de la Côte d'Ivoire que de toute la sous-région. Lamine Nia, merci de nous avoir rendu un peu plus intelligents qu'on était entré dans ce numéro. Et j'espère qu'on retrouve le monde dans un bien meilleur état la semaine prochaine pour l'UBS. Je l'espère beaucoup également, Abdoulaye. À la semaine prochaine.